Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on vous parle d'un comics, un petit comics. J'allais dire un des... Non, on va pas aller jusque là, mais presque. Oui, on peut pas dire mieux. Parce qu'il y a un petit côté voilà, qui flirte avec l'indouille. En tout cas, un parti pris, à n'en pas douter, puisqu'aujourd'hui on vous parle de Hulk gris de Tim Sale et Jeff Lubb. Et je mets volontairement Tim Sale en premier parce que j'adore Tim Sale. S'il y en avait qu'un à retenir et s'il y en avait qu'un à garder, je pense que personnellement ce serait celui-là. On les présente plus, ils ont bossé sur, j'ai envie de dire, le Marvel Couleur Universe. Marvel Couleur Universe. Ce qui fait quand même MCU. Oui, ils sont à l'origine du MCU. C'est eux à l'origine du MCU. Alors d'ailleurs, Tim Sale qui avait aussi bossé sur la série Heroes, puisque c'est lui qui peignait toutes les fresques de Gabriello. Comment il s'appelait? C'était Gabriel, sérieux? Gabriello, je sais pas pourquoi. Parce que Gabriella, pour le coup, ça sonne un peu... Ça ferait Barefoot Beat. En tout cas, Tim Sale, que j'apprécie tout particulièrement, notamment, effectivement, donc dans les récits colorés, Daredevil jaune. Oui, et puis surtout dans Spider-Man bleu. Captain America blanc. Que je n'ai pas lu Captain America blanc. Moi non plus. C'est le seul que je n'ai pas lu. Tout à fait. Je sais pas si... il paraît que c'est pas le meilleur. Il paraît qu'il est pas folichon. Ils l'ont pas mis dans l'Icons en tout cas. Non, ils l'ont mis dans le... Comment ça s'appelle? L'Absolute. Dans l'Absolute. Hein. Parfait. Ils ont mis les 4, mais dans l'Icons, ils ont mis que les 3. Blue, Red et... Un Blue, Grey c'est que bon. Et Yellow. Ouais. Mais je ne l'ai pas lu. Dites-nous en commentaire si vous l'avez lu et si vous trouvez que c'est cool. Mais effectivement, donc moi, Tim Sale, il a un trait que j'apprécie tout particulièrement. Un long Halloween, Amère Victoire, Des ombres dans la nuit. Là récemment, Superman for All Seasons, qui est en commande. Hein. Je l'attends incessamment. C'est en cours d'achat. C'est exactement ça. J'ai hâte de le lire parce que vraiment, je trouve que c'est mortel. Et puis il fait partie de ces auteurs qui ont clairement une patte graphique et que tu reconnais instantanément. Un peu comme du Quitely où clairement tu vois un de ses dessins, paf, tu sais que c'est lui. Et on peut critiquer, hein, j'entends bien, hein, quand on aime ou qu'on n'aime pas un dessin, c'est vraiment, on peut pas lui reprocher de pas avoir de patte graphique, quoi. Et tout ce qu'il fait, ça transpire sa personnalité graphique, j'entends. Il réinterprète les super-héros et moi ces doubles pages. De toute façon, c'est pas compliqué, toutes ces doubles pages. Tu peux les encadrer. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est un truc. C'est vrai. Mais encore une fois... En particulier sur Hulk gris, là, il y a certains doubles pages. Mais même sur Daredevil, hein, moi je me souviens du combat du père de Murdoch. Tout à fait. Sur le ring. Putain, cette double page-là, elle est juste mortelle, quoi. Tout à fait. Et il est à l'image de ce que peuvent faire aussi, ce que peut faire Capullo sur Spawn, où certaines de ses planches, ces pleines pages ou ces doubles pages peuvent être des posters, encadrés. Alors, ouais. On est sur la même... Mais à l'inverse de Capullo, même si je trouve effectivement qu'il est... Je compare pas hein, les deux dessins, forcément. Je trouve que Capullo a... Et je dis Capullo. Tu dis Capullo, toi? Et lui, il dit Capullo. Moi, je dis Capullo. C'est Capulé. Je pense que c'est vraiment... C'est pour ça. Je pense que... Mais en tout cas, Capullo, il a un dessin un peu plus mainstream. Je trouve que Tim Sale, il a un dessin un peu plus clivant. Complètement. Tout le monde s'accorde à dire que c'est bien parce que je trouve que il y a un travail de mise en scène qui fait que ça contrebalance avec son style qui est si particulier. Mais je pense que s'il n'y avait pas cette maestria de mise en scène, son dessin serait encore plus clivant. Je suis d'accord, ouais. Et puis si ça coquinait pas aussi de mecs comme Jeff Lubb, sans déconner, ce type-là, c'est un truc de malade. Ils font partie des duos, des binômes dans le monde du comics qui fonctionnent hyper bien. C'est ouf. Et puis je trouve qu'il y a un côté séduisant dans le fait qu'un auteur et un dessinateur se soient trouvés. Je veux dire, t'as l'impression d'un truc un peu magique. C'est un peu comme Lemire et Sorrentino, ou Lemire et Dustin Nguyen. Il y a comme ça des gens qui se trouvent. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière que le run de Strass sur Spider-Man serait pas le même si ça n'avait pas été Romita. Exactement. Alors qu'on peut reprocher bien des choses à Romita Junior. Mais pas sur ce run-là. Mais pas sur ce run-là, c'est pas possible. Je suis d'accord. C'est juste un truc de malade, quoi. Et il y a des moments juste, ça match. Et en plus, t'es content qu'ils y reviennent, qu'ils soient contents de retravailler ensemble. Et clairement, Jeff Lubb et Tim Sale, que ce soit sur la couleur ou que ce soit sur du Batman, c'est juste fou, quoi. Et dis-moi, après cette introduction, combien... Tim Salesque, voilà, tout à fait. De quoi ça s'agit-il? Pas Tom Selleck. Tim Salesque. C'est le folichon de la blague. Oui, ça fuse. De quoi ça s'agit-il, alors?
Alors donc de Hulk gris. Alors comme le travail qu'avait fait qu'ont fait l'auteur et le dessinateur sur les autres couleurs, on est vraiment sur de l'introspection. Tout à fait. De la voix off, je me pose des questions sur ce que je suis et de ce que j'ai fait, et tout en rebalayant les origines. Exactement. Et je trouve que ça a déjà la qualité de... Alors attention spoil, hein, j'ai adoré, hein, évidemment. Mais tu peux mettre ça dans les mains de n'importe qui en fait. Tout à fait. De quelqu'un qui connaît vachement bien le truc, de quelqu'un qui connaît que moyennement, et de quelqu'un qui connaît pas du tout. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut être un one shot, ça peut être un indé. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quel... Enfin, pas n'importe quel personnage, mais si Hulk n'était pas un personnage de comics, ça irait très très bien dans la bibliothèque indépendante, parce que ça va traiter aussi de choses qu'on connaît de Hulk, mais ça va aussi... Ça me fait penser que je n'ai pas encore lu Monstre, et je pense à ça, tu sais pourquoi je pense à ça? Non, pas du tout. Parce que Monstre, c'est, j'espère ne pas dire de conneries, mais Barry Windsor Smith qui l'a écrit et dessiné, si je dis pas de conneries, et en tout cas, il l'a écrit en pensant à Hulk. D'accord. Et du coup, il n'a pas pu... Ou alors, c'est ce qu'il voulait faire chez Hulk et il n'a pas pu le faire chez Marvel. Du coup, il a créé son propre truc et du coup, ça s'appelle Monstre. Et il me tarde de voir ça et puis de me régaler parce que ça a l'air super bien. Exactement. Et pour remettre en contexte aussi Hulk gris, il faut savoir que Hulk, il était gris au départ, dans le premier épisode de Hulk. Et que très rapidement, les auteurs, Stanley Kubrick... Ceci dit, il s'appelle Stanley. Stanley et Jack Kirby l'ont très vite fait passer au vert dans le deuxième épisode, il me semble, de Hulk. Parce que le gris passait pas, la couleur, ça passait très mal. Donc ils se sont dit, on va le verdiser. Et Hulk gris, en fait, l'intention des auteurs de Tim Sale et de Jeff Loeb, c'est de... J'ai dit quoi? Jeff Loeb. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. Leur intention, c'était d'expliquer ce qui s'était passé entre le moment où il était gris et le moment où il est passé vert. C'est ça leur intention. Et en fait, ils expliquent. En fait, ils expliquent pas pourquoi il est devenu vert. Alors, je sais pas si c'est leur intention. Si, c'est leur intention. C'est ce que j'ai lu dans l'intro Donc si c'est marqué dans l'intro, c'est que tu dis pas de conneries. C'est que je dis pas de conneries, ouais. Et ils expliquent pas comment il est passé au vert, mais ils expliquent ce qui s'est passé entre les deux, en fait. Et c'est l'objet de Hulk gris, qui est... Ouais, moi, donc, attention, spoil aussi, moi j'ai adoré ce titre. Alors déjà, graphiquement, on en a parlé tout à l'heure. Oh, putain. Et puis même, au niveau du scénario, comme tu l'as dit, on est dans une introspection qui est géniale, parce que là, on a carrément Bruce Banner qui va rendre visite à Léonard Samson, c'est ça, Samson? Ouais, c'est ça. Qui est son psy, en fait, qui est le psy de Bruce Banner, et là il va le voir, il sait pas pourquoi il vient, mais il vient et il lui raconte une histoire, et il lui raconte l'histoire des débuts de Hulk, et entrecoupé de certains flashbacks aussi de la vie de Hulk et de ce qu'il a pu faire et de qui il est. Il se pose la question Et en fait, excuse-moi, je te dis, mais l'histoire que Hulk, ou que Banner raconte donc à son pote psy, donc c'est les débuts de Hulk, c'est la première transformation de Hulk, c'est le fait qu'il sauve Rick de la bombe gamma qu'il a conçue, voilà. Exactement. Et chose importante aussi, c'est un moment où il y a Hulk dans l'histoire, évidemment, sinon ça s'appellerait pas Hulk gris en fait. Et surtout, il y a tout le monde, il y a personne qui sait plutôt que Hulk est Banner. C'est-à-dire qu'on retrouve pas Banner, mais pour autant personne se dit c'est la même personne en fait. Et c'est là aussi où c'est intéressant. Et on parlait de Hulk gris, mais il n'empêche que, et ça c'est vachement important quand même dans le truc, le vert est omniprésent, déjà par les rayons gamma, mais aussi et surtout par les yeux de Hulk qui sont verts et qui, mais sans déconner, qui pètent les pages. Enfin, franchement, c'est juste un truc de malade. Et puis ouais, une force herculéenne, enfin c'est même hulkienne. Hulkienne, ouais. Et une puissance dévastatrice de dingo. Et puis une relation aussi avec Ross. Avec le général. Le général Ross, le père de Betty, qui clairement lui court après et qui voit l'autre comme un monstre, alors qu'il en est lui-même. Alors que c'est lui le monstre en fait, quelque part. C'est ce qu'on apprend au fur et à mesure du titre.
C'est-à-dire qu'au départ, on a un général Ross qui se fait passer pour celui qui a le beau rôle et qui veut faire passer Hulk pour un fou, alors que c'est lui-même le fou. Est-ce que c'est par la question qui se pose d'ailleurs dans ce titre, c'est est-ce que c'est pas lui le fou, général Ross, qui veut anéantir l'identité de Hulk? Puis il le voit comme une erreur, quoi. Il veut l'éradiquer, quoi, vraiment. Exactement. Pour autant, effectivement, ce côté monstrueux que tu vois avec d'abord Betty. Tout à fait. Il a une emprise quand même de dingue dessus. Et puis en sous-texte, on te dit qu'il n'était pas tendre non plus avec sa mère, quoi. Et non, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Et c'est des couleurs de Matt Hollingsworth. C'est Hollingsworth qui fait des couleurs. Et une fois que tu sais ça, c'est pas étonnant parce que c'est un coloriste, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est un coloriste. Qui pète, quoi. Enfin, moi je trouve qu'à chaque fois que sur n'importe quel titre, je trouve qu'il pète et qu'il est toujours très... non pas qu'il fasse de prout, hein, on est d'accord. Non, ça c'est moi. Il pète, ça claque, ça tartasse. Oui, et puis, il y a plein de refs, moi que je trouve folle, parce que effectivement, déjà, le Hulk gris, le fait qu'il soit gris, ça fait référence à Stan Lee et Jack Kirby, mais même le dessin de Tim Sale, il a vraiment repris le Hulk avec les sourcils froncés, mais surtout affaissés sur les yeux, ce côté carré, d'ailleurs un peu la chose, quoi, ce côté néandertalien, ce qui transparaît aussi par le choix du lieu où il détient Betty Ross à un moment donné. À un moment donné, il est dans le désert, c'est une moitié une caverne, et on a ces décors et ces lieux choisis par les auteurs qui font penser justement aussi à ce côté primitif du personnage, qui ne l'est pas parce qu'il a quand même une conscience, même si Hulk, syntaxiquement, c'est pas très développé, maintenant dont il parle, mais il y a quand même une émotion, il a quand même quelque chose, donc il y a ce côté-là. Et ce qui est intéressant, là, t'es sur la page où il y a Iron Man qui apparaît, t'as ce côté aussi, cette mise en miroir, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, d'un côté le primitif et de l'autre côté le technologique. La technologie, ouais. Et je trouve que c'est bien mis en valeur, mais c'est bien dosé justement. Et d'ailleurs, cet épisode est hyper cool, je trouve, parce que donc tu assistes à c'est la bagarre, quoi. Ouais. Entre Iron Man et Hulk. Pour autant, je trouve que en fait, ils n'arrêtent pas de te répéter que ça c'est pas censé s'être passé comme ça, et c'est pas censé s'être passé du tout d'ailleurs. Et en fait, c'est à travers les yeux de Banner, à travers les yeux de Hulk, et du coup, tu n'arrives même pas à savoir si c'est vrai ou pas, ou si c'est fantasmé. Et pour autant, les planches, elles claquent, quoi. Ouais, et puis l'armure d'Iron Man n'est pas l'armure qu'on connaît, l'armure blanche, rouge et or. En fait, il arrive à faire un truc un peu kitschouille, parce qu'effectivement, il a l'armure en mode boîte de conserve, très clairement. Et la toute première armure, il aurait pu d'ailleurs choisir de la styliser autrement. Pour autant, on est vraiment dans un truc hyper rudimentaire, rudimentaire, carré, quoi. Et pour autant, je trouve que la baston marche hyper bien. On sent le poids des coups, on sent que que c'est pas facile, quoi, et que c'est un vrai combat, c'est pas un truc de seconde zone. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Et on parlait des rêves tout à l'heure, mais il y a Frankenstein pour le coup. Alors bien entendu que quand on lit du Hulk, il y a toujours ces relents de bêtes, de Frankenstein, Dr. Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, évidemment. Pour autant, là, je trouve que, justement, tu parlais des plans dans la caverne. Il y a un moment donné où, en gros, il met une petite tartounette, sans le vouloir, à Betty Ross, c'est-à-dire qu'il est dans son élan de taper sur quelqu'un, je me souviens plus qui, et Betty Ross elle est dans son élan de baffe. Exactement. C'est vraiment ça, quoi. Il prend son élan et il lui met une petite pichenette, il la ravage, c'est-à-dire qu'elle est propulsée 3 mètres. On se demande même si elle est pas morte. Et moi, j'ai vraiment eu très peur qu'en gros, ce soit vraiment une relecture et que du coup, Et puis, par rapport à Frankenstein aussi, ça fait penser à Frankenstein particulièrement là, parce qu'il est en fuite, Hulk. Il vient il est tout frais, Hulk fraîchement devenu Hulk, et il est en fuite. Il fuit, il se cache, et ça fait penser forcément aussi à Frankenstein qui part, qui fuit l'espèce humaine qui l'a déçu profondément. Et là, on est un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Et je trouve que c'est... oui, tu parlais de référence tout à l'heure, en voilà une, et c'en est une superbe. Et
Puis là, on a, encore une fois, chez Tim Sale, ses visages, ses regards, ses décors, ce qui sont sublimés, je trouve. Bah, et puis même, là, tu vois, on parlait de la rêve sur Frankenstein, mais la façon de mettre en scène tout ça, le fait qu'il y ait de l'orage derrière, qu'il soit éclairé par ces éclairs, qu'il ait une tête complètement monstrueuse au moment justement où il y a l'éclair, qu'il ait peur de l'éclair aussi, et cette histoire avec Betty qui va du coup jalonner le truc, ce qui est propre à tout ce qu'il a fait sur la couleur. Alors du coup, je suis assez curieux de savoir ce qu'il a fait, s'il est aussi dans ce move-là avec Captain America. Mais sur Spider-Man bleu, c'est avec Gwen, sur le Daredevil, c'est avec Karen. Il y a toujours cette introspection par rapport à l'amour qu'il a pour une autre personne. Et du coup, le Hulk gris, je me demande vraiment, enfin, je me demande pas, tu vois bien que c'est Betty qui jalonne le truc et qui finalement est capable, et c'est ce qu'il va dire hein, d'ailleurs à un moment donné, mais qu'en gros, elle l'aime peut-être pour les mauvaises raisons. Ouais, et puis... et il y a un parallèle évident qu'on va pas développer ici pour pas spoiler non plus, quoi, même si on l'a un petit peu fait juste avant. Mais effectivement, le côté monstrueux aussi de Ross, du général Ross, qui, forcément, tu ne peux que faire un parallèle entre lui, Hulk, l'amour de Betty pour son père, mais l'amour aussi tu te demandes si c'est pas justement ce côté monstrueux qu'elle aime, qui l'attire. Oui, qui l'attire, oui, tout à fait. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui est... C'est fantastiquement écrit, c'est fantastiquement mis en image. Et moi, encore une fois, vraiment, il y a des planches, mais de fou, que je kifferais. On en parlait on en parlait, c'était pas en off qu'on en parlait, on en parlait au tout début de l'émission. C'est vrai qu'il y a certaines planches, que ce soit des pleines pages ou des doubles pages, ça serait pas déconnant de les avoir encadrées sur un mur. T'en prends plein les mirettes. Encore une fois, il y a ce côté un peu vintage du dessin de Tim Sale. Comme on parlait tout à l'heure on comparait avec Capullo, qui lui est plus, comme tu disais, mainstream, mais qui... Ah, tu dis Capullo? Je dis Capullo, moi. Tout à fait. Tu dis comment, toi? C'est le truc qui revient tout le temps. C'est incroyable. Depuis le premier rencontre du deuxième type, ça revient. C'est juste fou à chaque fois. Et donc tu disais, excuse-moi. Je disais que Capullo, c'est beaucoup plus, comme tu disais, mainstream, et ça se fond plus dans le moule des dessinateurs contemporains modernes, alors qu'effectivement Tim Sale, lui, c'est assez vintage, c'est ça aussi qui fait la force de Tim Sale, il va rendre intemporel aussi quelque part une histoire. On l'a vu avec Batman dans Halloween, ou ce qu'il a pu faire sur Spider-Man bleu ou Daredevil jaune. On a ce côté, l'intemporalité qu'il met par le dessin dans les histoires qu'il va dessiner, que des gars comme Capullo ou McFarlane ou d'autres ne vont pas mettre, puisque leur dessin, ils s'y prêtent pas, quoi. Et c'est ça aussi sa force, et je trouve que c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, qu'on kiffe Tim Sale, c'est un dessin qui, pour nous, est atypique, et qu'on disait tout à l'heure, on aime ou on n'aime pas Tim Sale, c'est ça. C'est ça, ouais, je peux comprendre encore une fois qu'on puisse ne pas aimer. Pour autant, je trouve qu'il a un dessin en plus qui... Comment expliquer? En fait, il arrive à faire des personnages qui sont filiformes, tout en leur... Alors, pas tout le temps, hein, mais généralement, ça arrive quand même. Je pense notamment au Joker, avec cette bouche hyper allongée, et ses dents hyper longues. Donc, pour autant, un peu, tu vois, maigrelet, pour autant, je trouve que son trait a réellement un poids, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, le Batman arriver et défoncer une grille pour tomber sur Salomon Gandhi, si je dis pas de conneries, dans Un long Halloween ou Amère Victoire, d'ailleurs, je sais pas. Mais tu sens en fait ce poids, et dans le dessin, ce que je trouve juste dingo, et forcément que cette histoire de poids là marche vachement bien avec Hulk. C'est-à-dire que quand il est là les pieds sur terre, tu sens qu'il pèse son poids, de la même manière que quand il s'envole, tu sens qu'il y a l'impulsion, et moi c'est vraiment un dessin qui me séduit, et puis le scénario est excellent. La fin, encore une fois, sans spoiler, il joue aussi sur ce côté-là et sur ce côté couleur, puisque les deux dernières pages sont en noir et blanc. Moi, je pensais qu'il y avait même un problème. Moi aussi, tout à fait. Avec la version que j'avais. J'ai été vérifié dans la version papier, parce qu'on l'a lu pour plus de praticité. On l'a lu en numérique, mais on l'a en physique, et j'ai été voir.
En fait, non, c'est la même. Ah non, mais complètement. Et le fait qu'effectivement, ce soit toujours par cet œil vert, et tu comprends du coup le coup de l'avoir mis en valeur, cet œil, depuis le début de l'épisode. Depuis le début, comme si comics. Comme si c'est quelque chose qui était embryonnaire au départ et qui à la fin explose. Donc, du coup, ça le fait rayonner en vert. Et genre, moi, en tout cas, par rapport à ça, la réflexion qui vient à chaque fois que je parle de Hulk, que je lis Hulk, pour moi, les rayons gamma, c'est vert. Ah oui, mais complètement. Tu vois, je pense que pour tout le monde, c'est pareil, alors que les rayons gamma, ça n'a pas de couleur. Mais c'est pas... Mais, tu vois. Et puis, je trouve aussi que c'est assez chouette d'avoir fait comme ça des récits qui ont marqué leur époque. Ouais. Que ce soit au niveau du dessin ou que ce soit au niveau du scénar, sur des histoires d'amour, quoi, parce que ça n'est que ça. Et c'est aussi les hommes qui se construisent à travers les femmes qu'ils aiment. Et putain, c'est beau ce que je viens de dire. C'est très beau ce que tu viens de dire. Ouais, c'est vraiment cette semaine. Sans Karen, Daredevil serait pas le Daredevil qu'on connaît. Sans Betty, on n'aurait pas le Hulk qu'on connaît. Et... Sans Gwen, il n'y aurait pas le Spider-Man qu'on connaît. Non, mais c'est vrai. Enfin, et chez DC, c'est pareil avec Bruce Wayne. Où on peut parler de Selina Kyle, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est... On le voit dans le MCU, Hulk avec Black Widow. Ouais. Il y a quand même, c'est elle qui réussit à l'apaiser, à faire qu'il devienne quelqu'un de fréquentable quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouf d'arriver à faire un truc, parce que quand tu vois, par exemple, le Batman de Team Sale et Jeff Lubb, c'est quand même un personnage hyper badass, pour autant englobé, enroulé de poésie et d'amour. Et cette relation avec Catwoman, ça marche vachement. On bascule ni dans le fleur bleue, ni dans le dans le personnage dans le badass, cliché, quoi. Là, Hulk, c'est pareil, ce serait facile. On a un Hulk qui, quand même, à plusieurs reprises, dit écrase tout, tu vois, c'est un peu le Hulk smash. Il n'empêche qu'il en reste pas moins poétique, et il a vraiment cette histoire. Oui, et puis il y en a les personnages féminins, ce sont pas juste des potiches, quoi. Ah oui, non, complètement. C'est-à-dire c'est vrai que dans les comics, surtout il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, la femme, elle n'était pas le personnage féminin, à part les super-héroïnes, les super-héroïnes, et encore, elles avaient quand même un rôle détestable aujourd'hui. Alors après, et là, elles ont pas, je trouve, en tout cas, dans la trilogie des couleurs de Tim Sale et Jeff Lubb, que ce soit Karen Page avec Daredevil, Gwen avec Spider-Man ou Betty avec Hulk, elles ont pas ce rôle de potiche. Elles ont un rôle, effectivement, quand tu l'as dit, de construction, un rôle élévateur quelque part, un rôle qui va servir le scénario et le personnage. Et puis je trouve qu'il a un dessin complètement intemporel, c'est-à-dire que si je dis pas de conneries, ça date des années 2000. Ouais, c'est début des années 2000. Et pour le coup, je vois pas comment un truc comme ça peut vieillir, en fait. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça... Et par rapport, encore une fois, au ref, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'on n'est pas dans le cliché, puis que c'est pas des potiches, pour autant, il y a un côté quand même vachement King Kong aussi, tu vois. Ah bah oui, évidemment. Le mec, par la force des choses, le monstre qui kidnappe la fille. Par la force des choses, oui. Et qui veut. Il a la force physique, et donc il peut faire ce qu'il fait. La force physique, et puis bon, au moment où il la chope, il a pas de neurones quand même. Non, c'est ça. Enfin, là j'exagère volontairement, mais je veux dire, tu sens que au niveau du vocabulaire, qu'il est doué d'intelligence, mais que c'est pas d'intelligence de banner non plus. Tout à fait. On est encore sur cet esprit dissocié, et ce banner est là, mais en sous-marin, quoi. Il a pas du tout son mot à dire, en tout cas. Mais comme vous l'avez compris, que ce soit du Tim Sale ou du Jeff Lubb, il faut se jeter dessus impérativement. Qu'ils officient ensemble ou pas, c'est toujours... surtout quand ils sont ensemble. Hein. Mortel, quoi. Enfin, franchement... notamment, on avait eu aussi du Superman Kryptonite avec, si je dis pas de conneries, Tim Sale et Darwin Cook au scénar. Ouais. Et c'était putain de bien, quoi. C'était ouf. C'était ouf. C'était très ouf. Moi, franchement, je l'ai dit, je le redis, et je suis désolé d'avoir fait un laïus comme ça sur Tim Sale, mais si j'ai un regret d'auteur comics, de dessinateur comics, c'est vraiment lui. J'adore Georges Pérez, mais t'as pas ce regret-là de plus avoir l'occasion de... J'ai moins de regrets en tout cas qu'avec Tim Sale, que j'aurais adoré rencontrer et que j'aurais adoré juste voir dessiner même pour quelqu'un d'autre, tu vois.
tellement je surkiffe ce mec et je surkiffe ce qu'il a apporté. Et le fait effectivement qu'on puisse faire un truc un peu clivant, un peu un dessin que t'as pas l'habitude de voir, et pour autant que ça marche, quoi. Et qu'en plus du reste, ben, ça plaît quand même à la majorité des gens. Clair. Donc c'est pas un truc éculé, c'est pas un truc qu'on peut remettre en question. Pour moi, vraiment, toutes les œuvres de Tim Sale et de Jeff Loeb sont à mettre entre toutes les mains. Et pour moi, ça reste le meilleur des Batman. Totalement. Tout à fait. Voilà, ça c'est fait. Il me reste à vous dire que si vous voulez vous abonner, bah faites-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à fait. Si vous voulez mettre un pouce bleu parce que vous avez apprécié ce que vous avez vu, bah mettez-le. Si vous n'avez pas aimé, mettez-le aussi. Ça mange pas de pain. Et puis commentaire. Ça fait du bien. On vous répondra. Et puis que ce soit du Tim Sale, du Jeff Loeb ou du Geoff Jones ou du Darwin Cook, de trucs comme ça. L'important, c'est de lire. Allez, ciao. Allez, bisous.